aujourd'hui que nous allons faire une pile à lire, ou plutôt 2 piles à lire pour 2 challenges. J'ai choisi de faire ces 2 challenges en une vidéo parce qu'elles vont être plutôt assez courtes. Il y a une pile de 7 livres et l'autre de 4. Et étant donné qu'il y a même un livre en commun, parce que c'est 2 challenges qui se passent fin juillet, début août pour l'un et tout le mois d'août pour l'autre. Donc j'ai essayé de mettre 1 ou 2 livres, en l'occurrence il y en a un, pour les 2 challenges. Il s'agit du challenge Été glacé organisé par Nina Quill qui aura lieu du 25 juillet au 7 août, soit 2 semaines, avec 7 catégories différentes. Alors oui, on est le 26, le challenge a commencé depuis un jour. J'ai déjà commencé une lecture d'ailleurs, mais il me manquait un livre pour vous tourner la vidéo et il est arrivé cet après-midi. Et le second challenge est organisé par les Pépites de Gladys. Je vous mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos de toute façon. Et pour ce challenge, il s'agit du cours d'été qui aura lieu du 1er août au 31 août et dont le but est de lire en langue étrangère, d'où le mot cours d'été. En l'occurrence, une langue que vous maîtrisez un petit peu. Pour moi, ça va être l'anglais. Si vous apprenez l'espagnol, vous allez faire en espagnol ou en italien ou voilà, une autre langue que le français. On va commencer avec le challenge d'abord de Nina, puisque c'est lui qui a lieu du 25 juillet au 7 août. Il y a donc 7 catégories et ce challenge, ça s'appelle Été glacé, car Nina est une grande fan de l'hiver et c'est sa 2e édition. Et l'année passée, elle s'est dit, en plein été, j'ai envie d'avoir un peu de fraîcheur et de faire un challenge sur les thématiques hivernales, glacées. Nous avons donc 7 menus et la première catégorie est un livre polaire. Alors pour ma part, j'ai choisi du Sarah Morgan, qui est le 3e tome des Frères O'Neill en français, Snow Crystal en anglais, La douce caresse d'un vent d'hiver chez HarperCollins Poche. Je pense que la couverture parle d'elle-même, on est dans un livre polaire, tout simplement. C'est donc le 3e tome, il s'agit de 3 frères, on suit 3 frères, et les femmes qui sont liées à ces 3 frères, chacun a leur tome. Ils vivent, pour la plupart des frères, dans une station de ski, qui est une station de ski que la famille a montée il y a plusieurs générations de cela. Je crois que c'est l'arrière-grand-père qui a monté la station, et qui s'appelle Snow Crystal. C'est une petite station en Amérique. Là, nous sommes dans le 3e tome, et on va suivre Brenna, qui est une grande amie de la famille, qui est monitrice de ski. Elle fait d'autres choses aussi en été. Et on va suivre le 3e frère, qui est Taylor. Voilà. Taylor, qui est lui aussi, Taylor c'est un ancien champion de ski alpin qui est reconverti parce que suite à une grave chute, il ne peut plus être champion olympique, etc. Il ne peut plus continuer la compétition à haut niveau et il est lui aussi à la station. Je ne sais plus ce que fait Taylor. Je crois qu'il s'occupe aussi, il s'occupe aussi de la station, mais il s'occupe en été des randonnées, ce genre de choses, et en hiver il donne aussi des cours de ski aux gens. Et Tyler et Brenna se connaissent depuis l'enfance, ils sont amis depuis l'enfance. Sauf que Brenna est amoureuse de Tyler depuis qu'ils sont enfants. Peut-être pas enfants, mais en tout cas, ça fait 3 tomes, c'est le 3e tome, ça fait 2 tomes qu'on voit Brenna, ça fait 2 tomes qu'on comprend que les frères de Tyler, leurs compagnes, tout le monde a compris que Brenna en pince pour Tyler. Le seul qui n'a pas compris que Brenna en pince pour Tyler, c'est Tyler. Tyler qui, en plus d'être champion olympique de ski, attire les femmes, aime bien s'envoyer en l'air avec les femmes, même si, depuis le début du tome 1, il est assagi parce qu'il a eu une fille et il a hérité de la garde de sa fille. Donc là, il se concentre sur elle et plus sur les femmes. Mais il n'arrive pas à voir que Brenna est folle de lui. Et dans ce 3e tome, de ce que j'ai pu lire dans la description, il y a tellement de succès dans la station en plein hiver que Brenna va devoir louer son propre chalet où elle vit pour une famille. Et du coup, elle ne sait plus où aller dormir, donc elle va aller chez Taylor, partager son chalet avec lui. Sauf que pour elle, ça va être très difficile parce qu'elle l'aime plus que tout, dormir dans la pièce à côté de lui, alors que Taylor, lui, on le sent dans les autres tomes, il la voit un peu comme une sœur. Donc on est un peu mal barré. Bon, j'imagine que ça finira bien, c'est du Sarah Morgan. Mais ça, c'était donc pour un livre polaire, parce qu'on a un petit bonhomme de neige que des gens sont en train de faire dans la neige. Ça rentre totalement. En second livre, un animal sur la couverture. Alors moi, j'ai choisi un chat pour Noël, qui est aux éditions Hauteville. Et l'autrice, c'est Florence McNichol. Je ne le connaissais pas du tout, je ne l'ai jamais vu passer ni sur Bookstagram, ni sur Booktube. Et
l'année passée, là, Noël l'année passée, je suis allée dans un supermarché et il y était. C'est un petit format en plus, il n'est pas très grand. Il fait quoi? Même pas 300 pages, donc ça va se lire tout seul. Il y a un chat sur la couverture. En tant qu'amoureuse des animaux et surtout des chats, j'en ai un qui dort juste devant moi, là, vous ne voyez pas à la caméra, mais elle est prête en train de dormir, elle nous tient compagnie. Donc forcément, ça m'a attirée. Par contre, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Le chat le plus solitaire de Betercea trouvera-t-il un foyer pour Noël? C'est bientôt Noël au refuge de Betercea et Laura désespère de trouver une famille pour la nouvelle venue, Félicia, une jolie chatte aussi sauvage qu'affectueuse. Son petit ami Rob ne comprend pas pourquoi elle passe autant de temps au travail. Mais pour Laura, ce refuge est bien plus qu'un simple job, c'est sa vie. Alors que les fêtes approchent à grands pas, Laura fait la connaissance de 9 personnes, toutes en quête d'amour, et elle leur cherche le compagnon à 4 pattes de leurs rêves. Lorsque le bel Aaron adopte Félicia, Laura se dit qu'il pourrait bien, par la même occasion, s'emparer de son cœur. Je pense que ça va être une petite romance toute douce, toute facile, ça va se lire tout seul. C'est parfait, surtout que c'est un challenge sur 14 jours. Donc. Après, la troisième catégorie, c'est un livre offert. Et là, j'ai mis un e-book parce qu'on m'avait offert une carte cadeau e-book dans un swap. C'était Lucie qui m'avait offert une carte cadeau avec des e-books. Et elle m'avait mis Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera, publié chez J'ai lu. Je me rappelle que vaguement, dans les mots-clés, je les ai là, nous avons romance, Paris, vengeance, Noël, chiclite et hiver. Très vite, si je me rappelle du résumé, parce que je ne l'ai pas relu là, on a affaire à une jeune femme qui a été larguée par son petit copain, ou alors il l'a trompée, quelque chose comme ça, et elle veut se venger. Et elle va un jour pénétrer dans son appartement, parce qu'elle a encore la clé, me semble-t-il, et elle va mettre le boxon, etc. Sauf qu'entre deux, ce fameux petit copain ne vit plus là, il a vendu l'appartement, renoué l'appartement à quelqu'un d'autre, un parfait étranger. Et ce parfait étranger retrouve son appartement sans dessus, dessous. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle de ce livre et j'ai pas envie de relire tout le résumé. J'ai envie de me lancer sans tout savoir parce que j'ai déjà lu le tome 1 des Brumes de Cendreline de Georgia Caldera que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai envie de me lancer sans tout savoir sur ce bouquin. En quatrième, nous avons un livre noélique. Et quoi de plus noélique que The Christmas Pig de J.K. Rowling, qui est chez, normalement, J.K. Rowling, elle est chez, en anglais, Bloomsbury. Mais je vais... Ah non, Little Brown Box for Young Readers. Je le voulais absolument en VO parce que je l'avais vu passer tout l'hiver passé. Il me faisait très envie. Mais j'espère que je ne vais pas être déçue parce que j'ai déjà lu Lycabog, qui était aussi un livre jeunesse. Et il est actuellement en vente sur mon Vinted parce que je ne l'ai pas vraiment apprécié. Enfin, c'était sympa, mais sans plus. Donc j'espère que là, ce sera mieux. Je sais que beaucoup de gens l'ont aimé celui-là. Contrairement à Lycabog où j'ai eu d'autres retours qui étaient du même avec moi. Le cochon de Noël, beaucoup de gens l'ont aimé. Donc c'est une petite lecture doudou de Noël. Je l'ai choisi en VO parce que je l'avais vu en librairie et que je trouve que la version VO est beaucoup plus jolie que la version VF. Oui, ça, en VF c'est comme ça, c'est un hardback aussi. Non, je crois pas que c'est un hardback. Mais il n'y a pas cette jolie couverture. Je l'avais vu en librairie avec les enfants en français et en anglais pendant les fêtes de fin d'année. Et même les enfants m'avaient dit, mais pourquoi on n'a pas le droit à la jolie couverture en relié en français avec les jolis effets dessus, c'est trop mignon. Ben voilà, moi je l'ai pris du coup en VO. Comme j'aime bien lire en VO, ça me permet de le faire. Et puis vous retrouverez ce livre tout à l'heure dans le deuxième challenge. J'ai reçu justement aujourd'hui, c'est lui que j'attendais. Alors dans le Christmas Pig, on y suit un petit garçon qui a perdu sa peluche doudou, qui est le cochon qu'on voit là. Et si je me rappelle bien, je ne veux pas tout lire, encore une fois, si je me rappelle bien, il va vivre plein d'aventures juste avant Noël pour retrouver son doudou de cochon. Je vais juste vous lire la première page. Jack aime son jouet d'enfance, Durpig. Il a toujours été là pour lui, pendant le bon comme le mauvais, jusqu'à ce qu'à Noël, quelque chose d'horrible arrive, d'épée est perdu. Mais Noël, c'est une nuit avec des miracles et pour les causes perdues.
une nuit où toutes les choses peuvent venir à la vie et même les jouets. Je ne veux pas en lire plus. Moi, il me fait très envie, donc j'ai vraiment hâte de me lancer. En plus, encore une fois, il n'est pas très long. Je crois qu'il fait 300 pages et quelques. Oui, 312 pages. Donc, franchement, ça devrait se lire assez vite. Après, nous avons la catégorie Un livre bleu. Et là, j'ai mis Amour, flocon et poils de chat de Caroline Costa chez Bookmark dans la collection Infinity, si je ne me trompe pas. Il me faisait très envie, et c'est un e-book, donc je vous mettrai encore une fois la petite photo. Il m'a fait très envie l'hiver passé. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu passer. Je ne sais plus. J'ai vu passer plusieurs fois. Je crois que j'ai vu passer sur Bookstagram. Et je ne sais pas si Nina n'en a pas parlé. Mais je peux me tromper. Mais il me faisait très envie parce qu'on a un chat sur la couverture. Et le livre étant tout bleu, il rentre parfaitement dans la catégorie. Pour les mots-clés, puisque je ne l'ai pas physiquement, on a chat, amour, Noël, romance contemporaine. Et le résumé, forcés de cohabiter dans un chalet perdu au cœur de la Laponie, Florine et Alexandre vont vivre un Noël pour le moins inattendu. Fauchée, Florine n'avait rien prévu pour les fêtes. Alors, quand on lui propose de partir au fin fond de la Laponie pour restaurer des peintures, elle n'hésite pas une seconde. Dans ce chalet perdu au milieu de la neige, elle pourra enfin travailler seule avec son chat. Lassée des éternelles frasques de son ex-petite amie, Alexandre décide de rentrer chez lui plutôt que prévu. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'attendait pas à tomber sur une belle inconnue recouverte de peinture, accompagnée d'un chat qui fait déjà comme chez lui. Mais si la cohabitation commence mal, ces deux êtres malmenés par la vie pourraient bien découvrir qu'ils ont plus que de l'amour de l'art en commun. Voilà, je ne sais pas combien de pages il fait, je pense que ça va se lire assez vite. Moi, il me donne bien envie en tout cas. La 6e catégorie est un livre blanc. Là, j'ai trouvé le livre idéal. Lettres au Père Noël de J.R.R. Tolkien chez Pocket. Je l'ai pris l'année passée, je ne savais même pas que Tolkien avait écrit des lettres au Père Noël. Je crois qu'il s'agit de petites histoires ou de petites lettres que Tolkien racontait à ses enfants quand ils étaient petits. Voilà, oui. Les lettres du Père Noël ont d'abord été destinées à ses 3 fils et à sa fille, auxquels chaque année entre 1920 et 1943, Tolkien a écrit une lettre, parfois 2, prétendument envoyée du pôle Nord par le Père Noël ou l'ours polaire. Donc, j'adore Tolkien, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, j'ai tout lu de ces ouvrages-là. Ça m'intéresse forcément, j'adore les fêtes de Noël. Donc je me demande vraiment ce que Tolkien a pu nous faire sur la thématique de Noël et du Père Noël. Et la dernière catégorie, il s'agit d'un livre de moins de 300 pages. C'est le livre que j'ai actuellement commencé. Et il s'agit Le patron qui n'aimait pas Noël, paru chez NXM Bookmark. C'est de Dana Blue. Alors là, c'est vraiment... Ça fait 150 pages, hein. Je suis déjà à la moitié de l'e-book pour vous dire. On est sur une petite romance avec un jeune homme qui a la trentaine pratiquement, mais qui ne fait pas du tout son âge et qui adore Noël au plus haut point. Il commence un nouveau job, ça fait quelques semaines, dans une nouvelle entreprise. Il est graphiste. Et son supérieur hiérarchique, lui, déteste Noël, mais à un point pas possible. Il a ses raisons, comme on le découvre au fil du roman, de bonnes raisons. Ils sont forcés de travailler ensemble. Alors on a l'amoureux de Noël et celui qui déteste Noël. On a celui qui est convivial, chaleureux, qui aime boire ses chocolats chauds. On a celui qui boit ses cafés, qui est une armoire à glace. Et forcément, tous les deux vont finir par se rapprocher. J'en sais pas plus, j'avais pas besoin d'en savoir plus. La couverture que je vous mets là, moi je la trouvais absolument trop mignonne. Un petit MM ou un FF de temps en temps sur les thématiques de Noël, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai tout de suite dit, ça c'est pour moi. Et voilà, ça c'était pour le challenge de Nina, challenge été glacé, qui a donc lieu du 25 juillet au 7 août. Il y a aussi dans ce challenge des mini-challenges à faire tous les 2 jours sur Instagram ou sur YouTube. Je vais les faire sur Instagram, même si je n'ai pas encore commencé, parce que le premier challenge, c'est prendre une photo d'un de ces livres, enfin, idéalement le premier livre, avec un thé glacé. Je ne bois pas de thé glacé. Je pense que je vais prendre un petit coca demain et puis faire une photo vite fait avec mon coca. Ce sera tout aussi bien. Ensuite, pour le challenge court d'été de Les Pépites de Gladys, qui a lieu du 1er août au 31 août, je me suis mis 4 livres et une série télé. Parce que Gladys a apporté des petits défis supplémentaires à son challenge cette année.
Elle nous a mis lire une BD ou un manga, lire un roman de plus de 200 pages, écouter un livre audio ou un podcast, regarder un film en version originale ou version sous-titrée, ou même autre défi personnel. Alors pour ma part, je n'ai pas mis de podcast ou audio, parce que déjà les livres audio en français, j'ai un peu du mal. J'en lis que quand je suis au travail, un tout petit peu. Et là, avec toutes les vacances que j'ai pas le temps de lire du livre audio. Donc je préfère me faire mon challenge avec des livres papier. Donc il y a quand même 4 livres et une série télé. Dans les livres, nous avons donc, pour ce qui est du manga ou de la BD, j'ai choisi Heartstopper, le tome 3 de Alice Oseman en version anglaise. Donc forcément, je ne sais plus du tout quelle est la maison d'édition en anglais. Tous les Heartstopper, j'ai décidé de les lire en VO. Comme je vous dis, moi je lis 1 ou 2 livres par mois en anglais, surtout cette année. Donc les Heartstopper, je les ai commencés 2021 en me disant tout de suite, je vais les lire en VO. C'est simple, franchement, si vous voulez lire en anglais, Heartstopper, c'est vraiment une lecture doudou, où il n'y a pas de soucis, vous allez tout comprendre, c'est des petites bulles, il n'y a pas beaucoup de texte, ça reste simple. Dans Heartstopper, on suit, c'est une relation MM, donc entre 2 hommes. On suit Charlie, qui est gay, et Nick, qui se croit hétéro. Lors du tome 1, et petit à petit, les choses vont évoluer pour qu'ils comprennent qu'il est bisexuel. On va suivre leur cheminement, surtout celui de Nick dans le premier tome, comment il va s'accepter aussi dans le second tome. Je sais aussi qu'on va avoir d'autres personnages, on a du FF, et je crois qu'on a d'autres représentations, mais je n'y suis pas encore, ou alors ça a été très légèrement abordé. C'est une lecture doudou, c'est très populaire, il y a une série sur Netflix, je l'ai déjà vue, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon challenge. Une des autres catégories est donc de lire un roman de plus de 200 pages. Et c'est là que j'ai donc choisi, en lecture du coup pour les 2 challenges, mon très cher The Christmas Pig de J.K. Rowling. Il ira très bien puisqu'il fait 300 et quelques pages comme je vous ai dit avant. En plus il est fort joli. Quand on peut allier 2 challenges en un, autant le faire. Je ne vais pas vous le résumer, je l'ai déjà fait. Ensuite, comme autre livre en VO, j'ai mis Tower of Dawn de Sarah J. Maas, qui est le tome 6 de Kéléana en français. Lui, c'est chez Bloomsbury, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, voilà, Sarah J. Maas, c'est chez Bloomsbury. Alors, il est en VO, forcément. Dans ce tome-là, c'est un tome 6, donc dans Kéléana, on suit les aventures de Kéléana, qui est une assassine, qui a été enfermée, c'était la plus grande des assassines, à 17 ans. Et elle a été enfermée, parce qu'elle s'est fait capturer, pendant 1 année dans une mine d'Andouille, jusqu'au jour où, 1 an plus tard, le prince Dorian vient lui faire une proposition. Son père, le roi, va organiser un championnat avec des mercenaires, des criminels, des voleurs, afin d'élire son champion. Un champion qui, en gros, sera là pour faire les basses besognes du roi. Quand il voudra éliminer un autre roi qui ne lui plaît pas ou qui lui pose des rivalités, il enverra son champion. Mais avant d'avoir son champion, ça doit passer par plusieurs mois avec plusieurs épreuves qui s'opposent des mercenaires, comme je vous ai dit, des mauvaises personnes tout simplement. Et Dorian veut Kéléana comme étant sa représentante, sa championne parmi les autres champions qui vont s'affronter. Kéléana va bien sûr accepter, ça c'est uniquement le tome 1, il se passe énormément d'autres choses. Kéléana est un univers en 7 tomes, on a des humains, des assassins, des faées, des sorcières, des dragons, on a énormément de créatures, des bêtes toutes pas belles, enfin bref, il y a plein de choses. Là, le tome 6, c'est un tome en quelque sorte spin-off, on pourrait dire, car il est sur Shaol, qui est le chef de la garde d'Aldaran et le meilleur ami de Dorian. Et suite aux événements du tome 4, les personnages se séparent un petit peu, surtout Shaol, avec un nouveau personnage qu'on a rencontré dans le tome 4. Ils vont aller dans un autre royaume, en espérant chercher de l'aide. Et je sais qu'on va donc suivre le point de vue de Shaol, de son amie Nasrine, je crois qu'elle s'appelle. Et je pense qu'on va retrouver un ancien personnage qu'on a vu dans le tome 0.5 et qui refait son apparition dans celui-là parce que j'ai vu un spoiler, enfin j'ai vu un fanart qui m'a spoilé, donc c'est pour ça que je le sais. Voilà, avec Amélie, mon amie littéraire canadienne, on se lit tous les Kéléana en VO parce qu'on en a marre d'attendre la VF. Clairement,
La Martinière, ils prennent trop de temps. Et d'ailleurs, là, le tome 5 vient de sortir en VF. Nous, on l'a lu il y a un mois en arrière, le tome 5, plus d'un mois. On a beaucoup aimé, c'était notre préféré. Et on a mis pour le mois d'août, parce que là, pendant les vacances, elle m'a dit, mois de juillet, j'ai mes enfants, ça va être trop dur de lire en VO. Voilà, de pouvoir suivre un rythme de LC toutes les deux. Donc, on se l'a mis pour le mois d'août. Ça rentre très bien dans le challenge de la 10, du coup. Mais clairement, je suis assez fâchée avec la Martinière parce qu'ils ont fait une fac il y a quelques jours sur leur Instagram. Et quelqu'un leur a posé la question de quand est-ce qu'on aura le tome 6. Déjà qu'il faut savoir que le tome 5 se finit sur un putain de cliffhanger. Parce que dans le tome 5, vous ne voyez pas du tout Shaol et son ami Nasrin. Le tome 5 se base sur Keleana, sur Dorian et sur d'autres personnages qui sont apparus au cours de la saga. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous les citer, mais on se base sur eux. Et ce tome 6 se passe en fait en même temps que tous les événements du tome 5. Shaol est dans un autre royaume, il va vivre ses propres aventures. Et je suppose que dans les derniers chapitres, il va peut-être retrouver Dorian. Mais du coup, le tome 5 se finit avec un cliffhanger avec Keleana et d'autres personnages qui lui sont liés, pas tous, mais une partie des personnages qu'on suit. On a juste envie de savoir la suite. Et la suite, c'est un tome 6 qui se passe en même temps sur Shaol. Donc déjà, c'est frustrant parce que on n'aura pas la suite de ce qui arrive à Keleana à la fin du tome 5. Et en plus de ça, quand les gens ont donc demandé à la Martinière quand est-ce que vous allez traduire le tome 6 de Keleana, ils ont déjà annoncé 2023. S'ils font comme ils ont fait ces 2 dernières années, 2021 et 2022, ils n'en ont sorti qu'un seul. Ils ont sorti le tome 4 en 2 parties au printemps 2021 et le tome 5 à l'été 2022. Donc ça voudrait dire en toute logique que le tome 7 de Keleana sortirait en 2024 et moi je suis fâchée. Je suis fâchée avec la Martinière et je vais vous parler de ma lecture prochaine. Toujours pour le challenge de Gladys, je vais me lire aussi le tome 3, toujours en anglais, d'Akotar, qui est Court of Wings and the Ring, Sarah J. Maas, toujours Bloomsbury. Alors ça, c'est les dust jackets de Touch of Magic Design qui sont faits par Dominique Wesson. Hein, c'est pour ça que vous ne reconnaissez peut-être pas l'édition, mais c'est bien la Bloomsbury en relief. Est-ce que j'ai besoin de raconter Akotar? Akotar, le premier tome, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, uniquement le premier tome. On y suit Feyre, une jeune humaine, qui part chasser parce qu'elle nourrit son père et ses 2 sœurs, pourtant c'est elle la plus jeune, mais son papa est handicapé, ses 2 sœurs ne veulent pas se salir les mains, donc c'est elle qui va chasser, et lors d'un hiver plutôt rugueux, elle se rapproche de la frontière de Prythian, qui est le territoire des Fae, où il y a un mur de magie qui fait que les humains et les Fae ne peuvent pas le franchir, à part à 2-3 endroits, parce qu'il y a des trous dans le mur. Elle va surprendre une biche, il semble que c'est une biche, et elle va voir un loup qui chasse la biche, et elle va se dire, autant faire une pierre 2 coups, je vais tuer les 2 animaux, ça va nous faire de la viande pour plusieurs semaines, de la viande fraîche, de la viande sèche, les 2 peaux vont être vendues pour faire au marché, pour faire un petit peu de sous, pour acheter des affaires nécessaires, comme des chaussures ou des choses comme ça, parce qu'ils sont très pauvres. Sauf qu'elle a tout de suite un soupçon. Le loup est très gros et elle sait que les Fae se transforment en animaux. Et son soupçon s'avérait juste. Le lendemain, surgit une énorme bête qui parle et qui demande réparation pour le Fae qui a été tué la veille. Il ne veut pas tuer Feyre, il veut l'amener à Prythian, à la cour du printemps. Simplement qu'elle vive là. Voilà. Après, il se passe bien sûr d'autres choses, surtout qu'on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, donc vous vous doutez ce qui se passe un petit peu, mais ce n'est pas qu'une réécriture de La Belle et la Bête. La fin du livre n'est pas du tout qu'une réécriture de La Belle et la Bête, il se passe plein d'autres choses, et dès le tome 2, on part sur totalement autre chose, et on a plein de nouveaux personnages qui font leur apparition, dont certains qui sont des énormes coups de cœur, même plus d'1 année et demie après les avoir lus. Et ça, c'est donc le 3e tome. Je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'on est au milieu d'une saga. Mais c'est 2 œuvres de Sarah J. Maas. Et pour revenir à la Martinière, et pour être avec cette actualité, je voulais vous en parler, j'ai hésité. Amélie et moi, on en a beaucoup discuté parce que ça nous chagrine. On voudrait en parler, on hésite, on ne sait pas comment faire. Je risque de spoiler un tout petit peu, mais c'est un spoil minime et que j'estime nécessaire. Pour les gens qui lisent Sarah J. Maas,
ou qui ne l'ont pas encore lu, mais qui ont lu Crescent City tome 1. Donc, je vais maintenant vous faire un petit signe, je vais vous faire un petit spoil, mais c'est pas un énorme, mais vous pouvez comprendre certaines choses avec ce spoiler. Si vous ne voulez pas l'écouter, mais je pense que c'est nécessaire pour bien appréhender votre lecture de Crescent City tome 2 qui va sortir très prochainement en français, je pense que c'est important d'entendre ça, mais je peux comprendre que certains n'aient pas envie. Je vous ferai un petit signe quand j'aurai terminé de spoiler, entre guillemets, je vous ferai comme ça. Comme ça, si vous voulez partir de la vidéo, à partir du moment où on va couper le volume, vous pourrez. Mais encore une fois, je vais essayer de spoiler au minimum, mais je pense que c'est nécessaire. Et Amélie est d'accord avec moi pour pouvoir bien appréhender Crescent City 2 et l'aimer vraiment de savoir cette information-là. Donc, pour en revenir à ces deux bébés, maintenant je vais faire le mini-spoil. Avant de vous lancer dans Crescent City 2, pour l'avoir lu en VO avec Amélie, je vais vous donner ce conseil. Lisez toute la saga d'Akota. En français, elle existe, donc vous n'avez pas de souci. Ou en VO si vous voulez. J'insiste, on insiste avec Amélie. Toute la saga Akota, tome 4 inclus, surtout le tome 4. Et Keleana, dans l'idéal, il faudrait avoir tout lu. Moi, je me suis fait spoiler en interview par Sarah Gimas elle-même, parce qu'elle a fait une interview après la publication du tome 3, après la publication de Crescent City 2, elle a fait une interview spoilante de la fin du tome 2 et d'autres événements du tome. Et malheureusement, je me suis fait spoiler un événement du tome 7 de Keleana, qui est lié à tout ça. Merci la martinière, vous foirez dans le pâté, parce que d'ici à ce que le tome 3 de Crescent City sorte, vous n'aurez, en tout cas en VO, vous n'aurez pas sorti le tome 7 de Keleana en français, et certaines personnes risquent d'avoir leur expérience de lecture moins bonne. Je vous conseille, pour ce qui est de Keleana, avant de vous lancer dans Crescent City tome 2, de lire jusqu'au minimum le tome 3. Parce que dans le tome 3, il y a des nouveaux personnages avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles races. Et ceci est important. Ce que je viens de vous dire, tout lire à Akota jusqu'au tome 4 inclus et minimum tome 3 pour Keleana est très très important pour la lecture et le confort de lecture de Crescent City 2. Et ce sera encore plus vital, je peux vous le dire, pour le 3, suite à l'interview de Sarah Gimas. Mais là pour le 2, si vous n'avez pas lu tout Akota, c'est surtout celui-là. Alors Akota, il faut vraiment. Keleana, c'est plus discret, mais il le faut aussi, jusqu'au tome 3 minimum. Parce que vous allez perdre en côté waouh. Vous allez perdre en côté waouh, vous allez perdre en côté oh, ou vous allez perdre, si vous aimez faire des théories, vous allez perdre cet effet de ça, mais puis ça. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, je vous en dis déjà beaucoup. Peut-être que certaines personnes ont déjà compris, parce qu'on a déjà des indices dans Crescent City 1. Mais voilà, lisez tout Akota et minimum tome 3 Keleana. Pour votre confort de lecture et pour passer un super bon moment, comme moi j'ai passé. Voilà, j'ai fini le spoiler. Ça n'était pas un gros, enfin certains peuvent le considérer comme gros, mais je pense qu'il est important de le signaler. Et en dernière catégorie, pour le challenge de Gladys, il y avait donc, regardez, un film. Alors moi, je n'ai pas choisi un film, j'ai choisi une série. Parce que je suis en retard sur le Marvel Cinematic Universe, que ce soit les films ou les séries. Je me suis arrêtée dans le Marvel Cinematic Universe avec la série What If. Ouais, What If, je l'ai encore vu en entier. Et ensuite, je me suis arrêtée. Je n'ai pas vu le Spider-Man 3, je n'ai pas vu Doctor Strange 2, je n'ai pas vu... J'avais pas vu Black Widow, j'ai pas vu les séries Hawkeye, Miss Marvel, bref, il me manque une flopée de séries et de films. Et il faut aller dans l'ordre. J'ai donc mis la série Hawkeye en VO. Avant ça, je suis en train du coup de me faire Black Widow, là, ces jours, fin juillet, donc en VF, pour être à jour. Parce que je sais très bien qu'il faut avoir vu Black Widow pour regarder Hawkeye. Voilà. Mais j'ai donc choisi d'avancer un petit peu dans le Marvel Cinematic Universe avec la série Hawkeye. En plus, moi j'adore le personnage de Hawkeye. J'étais vraiment contente quand ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose pour lui. Voilà. Je pense que déjà avec 4 lectures en VO pour le mois d'août, plus une série à regarder en VO, je pense qu'au niveau VO, je suis déjà bien. Si tout d'un coup j'ai encore un peu de temps, je m'ajouterai peut-être encore Prince Captif, le tome 3 en VO, mais j'en suis pas sûre. Parce qu'en plus, à côté de ça, je fais le challenge SFFF 2022
Et chaque mois, il y a des points à gagner avec des thématiques précises, avec des maisons d'édition précises. Donc, je veux aussi me garder des places pour ce qui va être prévu pour le mois d'août. On va nous annoncer ça le 31 juillet, 1er août. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 4 livres. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous font envie, si vous participez à un des 2 challenges et en me disant votre pile à lire. Moi, ça m'intéresse toujours les piles à lire. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!